Bienvenue à tous dans le nouveau bureau. Je suis très content de faire cette présentation parce que, in fine, c'est la première présentation Lean, stricto sensus, que je vais faire, ou tout du moins pour un public qui est intéressé par le sujet. Donc, avant d'attaquer, peut-être, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est assez simple. En fait, on essaye de réparer la banque pour les PME. Et cette nécessité pour le monde, elle est née d'une frustration perso. Avec mon associé Alexandre, donc le même associé sur Conto, on a monté une première boîte qui s'appelait Smokio. Et comme toute PME, on a dû ouvrir un compte en banque. Et on a expérimenté, ou plutôt vécu, ou subi, on les subit, ce qu'on appelle le big company syndrome en tant que client. Ça fait sourire certains, mais le big company syndrome, c'est la boîte qui est plus humaine pour ses clients. Et je suis un peu dur, mais je veux stresser le trait volontairement. C'est la boîte qui redirige en permanence ses clients vers un autre département pour répondre à la question, ou qui a un produit qui subit la dette, elle-même subie par la lobotomisation des gens qui travaillent sur la tech. Et donc c'est vraiment parti de là, en réponse à un dysfonctionnement de notre communauté, de notre environnement de travail, la banque, mais aussi parce que le marché est très profond. Et donc ça c'est un point d'entrepreneuriat. Résoudre un problème dur qui fait mal, c'est important, mais pour en faire une vraie boîte qui fonctionne et qui est une scale-up, il faut que le marché soit profond. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une opportunité. C'est vraiment la somme des deux. Donc nous, voilà ce qu'on fait, on essaye de résoudre ce problème, on essaye de réparer la banque pour les business. Et la manière dont on le fait, et pour faire écho à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que notre strat, c'est qu'on essaye de créer une banque qui est aimée par les PME. Donc, je ne sais pas si vous avez tous en tête quel est le NPS du secteur. Le NPS, c'est le Net Promoter Score, donc c'est un très bon proxy pour quantifier ou estimer l'amour qu'ont les gens pour leur service provider. Et dans l'industrie bancaire en France, c'est moins 13. Donc c'est un score qui est négatif, il y a plus de détracteurs que de promoteurs, pour résumer. Et donc c'est un problème d'amour entre le service qui est rendu et l'attente. Et donc chez Conto, pour résoudre ça, on se concentre sur trois batailles principales. C'est très important parce que fondamentalement, quand on regarde Amazon, mais sans aller aussi loin, une pizzeria, il y en a beaucoup, c'est assez simple à décrire, mais c'est assez dur à faire. Et chez Conto, on essaie vraiment de se concentrer sur la mozza, la sauce tomate et la pâte. Donc faire un produit qui marche, en fait ça paraît assez trivial, mais c'est assez rare. Un produit qui ne subit pas cette fameuse dette et qui est capable de créer de la valeur pour son utilisateur, en étant rapide, en débloquant des possibilités que permettent la tech, etc., etc. Le service client, donc on appelle ça human, c'est d'une certaine manière la situation dont je vous parlais tout à l'heure, d'être redirigé en permanence d'un département à un autre, ou bien d'attendre 48-72 heures pour faire un virement et avoir une confirmation après avoir envoyé un mail. En fait, comment on apprend chez Conto à rentrer dans le monde du client et à s'ajuster pour que le client ait plaisir à utiliser le service pour lequel il paye. Et le troisième point, c'est la question du pricing. On veut qu'il soit lisible et transparent. J'estime que vous avez sûrement en tête, ou peut-être pas, la feuille que vous recevez de la part de votre banque à chaque fin d'année, qui vous explique toutes les fees que vous avez payées. Et j'imagine que vous ne les lisez pas, mais en fait, il y a un montant assez élevé et on ne sait pas trop pourquoi. Et ça, c'est un problème. Et du coup, en se concentrant là-dessus, ça marche assez bien, puisque en 2 ans, on a multiplié par 48 notre user base. Donc c'est une scale-up, je confirme.
dans un secteur où le churn est compliqué, quand on est ancré avec sa banque, puis c'est la banque de ses parents, etc. Et puis je dis ça parce que souvent la banque de sa boîte, c'est sa banque perso. Et ben en fait, en 2 ans et demi, on a 2% de part de marché. C'est substantiel. Et on a une boîte sur 20, 5%, qui se crée avec Conto pour passer l'étape du dépôt de capital initial. Donc c'est assez substantiel. Et juste en se concentrant sur great product, super produit, bon service client et pricing clair. Évidemment, on a des actionnaires et on a des gens qu'il faut payer. Donc, et on a décidé de ne pas faire une non-profit. Donc le revenu, la top line nous intéresse aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et le revenu suit aussi, puisque en 2 ans, là, on a multiplié notre revenu mensuel par 125. Donc c'est assez important. On était dans la presse mardi. Pour ceux qui ont vu ça passer, ça a fait le buzz, comme on dit. On a fait la plus grosse levée de fonds d'une fintech en France, 115 millions de dollars. Maintenant, il va falloir réussir à investir cet argent pour transformer l'argent en argent. Mais c'est pas que ça le challenge. Le vrai challenge, c'est comment on continue. C'est ça le point dur, le vrai scale-up. C'est comment on continue à fabriquer de la valeur plus rapidement, sans éroder et sans tuer l'expérience client qu'un client pouvait avoir quand on n'en avait que 10. C'était 5 étoiles luxe. Et comment, en plus, c'est une contrainte en plus, on fait ça en améliorant constamment la motivation et la fierté de l'équipe. Donc c'est une équation, c'est la $1 billion question, normalement, quand on scale. Du coup, je vais zoomer sur trois sujets pour vous montrer comment ça se passe sur le terrain. Parce que, comme disait Régis, la théorie c'est bien beau, et raconter à quel point c'est génial, c'est facile, d'une certaine manière. Ce qui est compliqué, c'est comment on pratique l'apprentissage de créer plus de valeur plus vite, en garantissant un niveau de service client élevé et une équipe heureuse. Comment on arrive à le faire sur le terrain. Et je vais me concentrer d'abord dans le monde du produit, comment on crée de la valeur. Je vais compter. Alors, avant de vous parler de nos méthodes, de modèles, un truc intéressant, c'est de regarder ce que nous disent les clients. Et les clients, si vous observez bien, ils ne parlent pas vraiment de fonctionnalité. Le défaut type d'une boîte qui fait de la tech et du produit, c'est de se poser la question de on fait quoi comme feature. Et en fait, c'est une bonne question, mais on fait quoi comme feature? C'est une question de réparation. Le client ne trouve pas, le client dit je veux, il faut qu'on regarde. D'accord? Mais ce n'est pas le fait de produire cette fonctionnalité qui donne du plaisir au client, qui fait un NPS élevé. Et quand on regarde et quand on zoome sur quelques verbatims assez récentes, clients, on regarde que ce qui les intéresse, c'est le monde du bénéfice, de la simplicité, de l'efficacité, de la rapidité. C'est pas vos chèques sont géniaux. Non, c'est pas le sujet. Et donc, on a une théorie chez Conto, c'est que évidemment on regarde les problèmes. C'est le client qui nous dit ce qu'on doit regarder, d'une certaine manière. Mais ensuite, on se pose la question de qu'est-ce qui va créer l'adoption et le love at first sight. Et là, on est obligé de rentrer dans le monde de ce qu'on appelle les préférences et les bénéfices. Si vous réfléchissez, vous avez tous un scooter ou une voiture ou une trottinette, j'imagine. Quand vous achetez une voiture, vous regardez la voiture confortable, rapide, vous ne regardez pas la référence du moteur. C'est pas un truc qui va vous passionner, à part peut-être 1% des gens. Mais en tant que consommateur lambda, même dans le monde du B2B, c'est pas un sujet qui vous excite particulièrement. Donc c'est ce point qui est intéressant. Et le plus alpha, c'est la transposition de notre vision, de la vision de notre service comme un vrai principe. Et donc, ce plus alpha, comment on en fait un vrai principe de conception. Alors là, en anglais, conception, ça se dit design. On n'est pas en train de parler d'interface, on est en train de parler de conception de tone of voice au service client, de fonctionnalité produit, de packaging de cartes,
etc., etc. Et chez Conto, pour aller jusqu'au bout de on va créer la banque que les business aiment, en opposition au feeling qu'on peut ressentir quand on interagit avec une banque plus traditionnelle, le manque d'humanité que je disais tout à l'heure, et qui était peut-être un peu dur, mais c'était pour montrer le point. Chez Conto, c'est la question du human touch. Comment on met du human touch dans la valeur concrète, dans la valeur produit concret. Et du coup, c'est pas un truc fake, c'est un vrai truc. Donc ça c'est la déclinaison du plus alpha pour des métiers UX, user experience, user interface, donc du design, du brand design, du tone of voice. Qu'est-ce que ça veut dire? Transposer du human touch. Et quand on zoome sur le développement d'une fonctionnalité, ou quand on essaie de résoudre un problème client dont la réponse va passer par le développement du produit, on regarde évidemment le problem solving, donc ça ressemble à un mix de Kaizen avec la situation connue, on regarde les concurrents, leur trajectoire, on regarde le problème, les causes évidemment, puisque c'est elles qu'on va essayer de résoudre, le succès, le catalogue de solutions, etc. Mais on regarde aussi, c'est le petit carré rouge, les préférences utilisateurs. Et donc, ce qui nous amuse, c'est comment on relie ces préférences utilisateurs que vous avez en ligne dans le tableau avec des leviers fonctionnels. Donc, c'est une version light d'un QFD, Quality Function Development. C'est comment on relie le bénéfice avec la caractéristique fonctionnelle. Comment on se dit que le nombre de boutons, la taille du bloc de texte, le nombre de text fields sur une interface, ça va tirer la question de l'instantanéité dans un flow. Et donc, chez Conto, on apprend à former des gens pour qu'ils réfléchissent à ce genre de sujet. Et pourquoi? Pour diffuser ce côté humain. Et ça descend très bas. Et du coup, ça marche assez bien, puisque on est la banque, sur ces 3 ratings confondus, la minorité, pour un service en plus qui est payant. Donc, c'est un contre-games, être payant, c'est que la barre est plus haute. On paye, donc on s'attend à un service. Quand c'est gratuit, on peut gagner un petit peu, mais c'est moins fragile. Et donc, Trustpilot 4.7, on est les seuls en Europe à avoir ce score, banque et néobanque confondues. Voilà. Et consumer et pro. Maintenant, je vais zoomer sur la question de la production, puisque dans produit, il y a la conception. Donc, je vous en ai montré une petite partie. La question ensuite, c'est comment on produit le produit. C'est la question qui est d'ailleurs souvent galvaudée et qui vient du lean. Un truc assez bizarre, c'est que plus on rajoute des gens dans une boîte, moins on va vite. Donc ça, c'est typical. Très souvent, on a nos invests qui nous poussent, qui disent maintenant il faut doubler l'équipe. Donc on double l'équipe, et on pense qu'en doublant l'équipe, on va aller 2 fois plus vite. Et en fait, la vitesse individuelle, elle est inversement proportionnelle au nombre de gens dans l'équipe. Ça vous parle? Yes. Ok. Du coup, ça c'est la théorie. Tout se passe bien, il n'y a que du vert et du bleu, tout fonctionne. Ça marche. Et en vrai, ça marche pas. Donc il y a du rouge, et une feature qui devait prendre quelques jours de développement ou de réflexion, construction de savoir, et puis spec, et puis ensuite code, QA et release. En fait, elle consomme l'énergie de la team, parce qu'il y a en permanence des problèmes d'alignement, ta spec, elle ne va pas au back-end, parce qu'en fait je la comprends pas, parce que tu n'as pas pris en compte ce truc, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le rework. Donc on est en permanence en train de gérer les problèmes d'alignement et le fait de retravailler les mauvaises pièces. Et au lieu de se concentrer sur de la valeur. Donc ça, c'est un énorme problème. Et du coup, chez Conto, on fait 3 choses, si je devais les résumer. On fait du one piece flow, donc on se concentre sur une chose à la fois. Je vais vous expliquer pourquoi. On fait du stop and fix, donc quand ça va pas, on s'arrête. On comprend avant de redémarrer. Et on apprend à faire et à utiliser des standards. C'est d'une certaine manière une condition pour réaliser un et deux.
Le One Piece Flow, ça veut dire One Piece Flow. On fait un truc à la fois. Et du coup, ce qui est intéressant, et ce qui nous intéresse plutôt dans ce concept, c'est évidemment qu'il y a la question de la performance. Quand on fait une chose à la fois et qu'on la fait passer par toutes les étapes, la valeur est créée plus vite que quand on batch. Voilà, c'est mécanique. Ici, je suis capable de sortir cette chaise en 3 étapes et en 2 minutes. Pourquoi je vais batcher 10 chaises à l'étape 1, puis les faire passer à l'étape 2, etc., etc. Alors que cette chaise pourrait déjà être vendue. Ou sortir de mon stock. Donc c'est un outil perf qui permet de shipper plus vite. Mais le truc qui nous intéresse, c'est que ça met en place un cadre qui force, ouais, on va dire ça comme ça parce que ça pique au début, qui force le cerveau à se mettre sous tension pour réfléchir profondément à qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je ne sais pas faire. Le typical disease, c'est quand on ne fait pas ça, c'est je travaille sur ma user story dans le monde du développement. Ah, je suis bloqué, je vais la mettre on hold, puis j'en prends une autre, puis je verrai plus tard. Il y a du stock, il y a du code non utilisé qui s'accumule en permanence. Quand on fait du One Piece Flow, le cerveau humain il se dit ok, du coup j'ai pas le droit de la mettre on hold, qu'est-ce que je sais pas faire pour avancer? Voilà. Et donc ça, là vous voyez que c'est ce qui se passe dans le Gemba, donc ça c'est un de management visuel. Donc il n'y a pas deux personnes qui travaillent sur, il n'y a pas la même personne qui travaille sur 2 sujets. Et en fait, ça marche parce que du coup, quand je suis conscient de ce que je ne sais pas faire, je suis capable d'arrêter la chaîne et de dire je ne sais pas. Et le stop and fix, c'est une fois de plus faire repartir la chaîne pour que ça fonctionne et avoir un bon lead time. Mais c'est surtout mettre son cerveau encore une fois sous tension pour regarder les problèmes, comprendre ce qu'on ne sait pas faire et créer une opportunité d'apprentissage pour discuter avec son team leader. Et l'idée là, c'est de le faire comme les abdos le matin. C'est-à-dire que la vertu de faire du problem solving quand un problème se présente, c'est pas de le faire dans un meeting room une fois toutes les 2 semaines et puis de ne pas avoir, comment dirais-je, ancré le modèle de résolution de problème. C'est de le faire en permanence pour développer un nouveau muscle qui va permettre d'apprendre aussi à résoudre ces problèmes tout seul. Voilà. Donc c'est la pratique du problem solving qui a beaucoup de vertus plus que la performance de faire repartir la production. Une fois de plus, ça c'est une manière de pister pour nous, parce qu'on a beaucoup de teams pour lesquels, vu qu'on scale, il n'y a pas forcément de team leader. Une manière pour nous de pister les problèmes, c'est d'utiliser le rouge. C'est tout bête, mais c'est assez instinctif et c'est utilisé que pour ça. Et donc du coup, pour savoir et pour arrêter la chaîne, pour faire du stop and fix et savoir si je suis OK ou pas, si je suis en train de faire un truc correct, il faut déjà que j'ai la recette. Si on m'a pas dit à quoi ressemblait un gâteau au chocolat, je vais probablement faire un pudding sans le savoir. Donc du coup, sur la question du standard, le standard tel qu'on le décrit chez nous, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose à un instant T. Et ça doit être, en tout cas pour la vitamine C, résumé sur un post-it. Voilà, il faut qu'on puisse le résumer et transmettre ce savoir rapidement, qui parle énormément et qui est une vraie caisse de résonance pour les initiés. Le standard d'un point de vue de performance, c'est intéressant parce que du coup ça apporte vraiment de la stabilité. La stabilité de production, c'est-à-dire que je sais ce que c'est du bien, je sais ce que c'est pas bien, et je peux regarder et me dire est-ce que je suis en train de faire un truc bien ou pas. Donc, et l'avantage c'est aussi que ça déclenche le stop and fix. Maintenant dans le monde du people, dans le monde du people development et des gens, le truc intéressant, ou plutôt l'utilité du standard dans le monde de l'apprentissage, c'est au moment où on va le créer, au moment où on va le mettre à jour et au moment où on va le transmettre. Parce qu'en fait, pour capturer une théorie, un standard, ça, pour appeler ça une théorie, c'est comment tu fais un bon ticket, comment tu fais une note spec, etc. C'est quoi ta théorie sur le sujet? En fait, il faut passer en deep thinking. Donc on est obligé de commencer à se regarder faire
et d'une certaine manière arrêter de faire exclusivement. Il faut regarder comment on fait et capturer du savoir. Ça marche une fois de plus. Donc ça c'est le bar chart du lead time de développement des 12 derniers mois. Et concrètement, on a divisé par 2 le lead time qu'il nous faut pour développer de la valeur. Ça fonctionne. Donc bizarrement, en ralentissant pour se poser des questions, enfin en ralentissant, c'est-à-dire je ne fais qu'une chose à la fois. Je prends le temps de résoudre les problèmes quand j'en ai. J'écris des standards, je me demande si le standard est toujours valide, je le partage. Bizarrement, on a l'impression que ça crée plus, mais en fait, on va beaucoup plus vite. Le dernier point sur lequel je vais zoomer, c'est la question du service client. Comme ça, vous aurez un aperçu de Conto à différents niveaux. Et la question du service client, comme je vous le disais il y a 20 minutes, c'est comment on parle au client dans son monde. Et comment on arrête d'être une boîte noire pour le client. Voilà. Et donc là, j'ai pris l'exemple de notre standard Tone of Voice. C'est un point assez important. C'est que chez Conto, ce qui nous intéresse, c'est comment on arrive à parler au client dans son monde. Comment on évite le ton SNCF. Veuillez agréer, je suis désolé, ce n'est pas moi qui m'en occupe, etc., etc. Et donc on a capturé sur plusieurs mois, et ça continue, avec l'équipe sur le terrain, en analysant les tickets, en faisant, moi inclus, j'y passe aussi, en fait comment on met une touche humaine dans nos interactions. Mais c'est bien beau de le dire gentiment et dans le monde du client, mais l'idée c'est aussi d'apprendre à résoudre ces problèmes. Donc là, c'est un modèle de résolution de problème classique, c'est notre standard de résolution de problème au service client, mais avec des variantes et toujours avec cette question de human touch. Chez Conto, quand une carte ne passe pas parce que le PIN est faux et qu'il y a un ticket au service client, il faut que nos gars, notre équipe, apprennent à répondre dans le monde du client et pas à expliquer avec des tartines pourquoi la carte n'est pas passée et que maintenant elle peut passer, mais comprendre qu'en fait la carte devait être utilisée à 12h15 pour payer le jambon beurre et qu'en fait le vrai problème c'est que le client n'a pas pu manger. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là on monte d'un niveau, on se met dans le monde du client. Et donc la première, l'accroche de l'email, c'est pas ah oui c'est normal, votre carte a été bloquée mais je viens de reset, etc. Oui c'est très bien. Chez Conto c'est j'ai vu que vous avez essayé de payer effectivement et en plus pendant votre pause déj, désolé, je viens de résoudre le problème. Donc on essaye tout le temps de se placer dans la vie de nos clients. On est tellement obsédé par ça, j'ai peut-être oublié de le dire au début, l'idée de Conto, c'est pas venu du produit, c'est venu du service client. C'est assez bizarre de dire ça pour une boîte qui est quand même très produit et tech. Mais c'est l'âme, c'est venu du service client. Et donc on est assez maniaque, dès qu'on a un bad rating, chez Conto, un bad rating, c'est pas 5 étoiles. Donc dès que c'est 4 étoiles, c'est un bad rating. En fait, on les analyse tous. Donc il n'y a pas de non mais celui-là c'est normal parce que c'était un fraudeur et donc du coup. Non, en fait, on les regarde tous et on apprend, c'est un peu crazy ce que je vais dire, mais on apprend à faire en sorte que les fraudeurs ils nous mettent aussi 5 étoiles. Voilà. Et donc on les regarde tous et on va sur le terrain, il y a les standards à gauche et on les update constamment pour s'assurer qu'on capture nos apprentissages. Et du coup ça marche assez bien, une fois de plus. Donc c'est pas que pour rigoler. Du coup je vous parlais du NPS des banques tradis, moyenne moins 13, Conto 75. Voilà. Pour conclure, du coup, je vous ai fait naviguer dans ce que certains connaissent sous la forme du TPS. Chez Conto, on appelle ça le Conto système. Vous avez compris que le but, c'est de la perf. Mais la perf, ça devient presque secondaire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est apprendre à faire de la perf. C'est ça notre jeu.
Et en fait, c'est pas n'importe quoi, et on n'a pas juste des valeurs corporate bullshit, si j'ose dire. En fait, on vit à fond nos valeurs. Ce qu'on fait quand on fait du One Piece Flow, je vous ai dit que c'était dur, quand on fait du problem solving constamment, on fait comme des ados tous les matins. Quand on monte une banque aussi, en fait, il faut un peu d'ambition. Il faut être OK de se battre contre des gros morceaux. Ça, c'est notre première valeur. Le teamwork, c'est pas juste faire des meetings et des workshops. Ça, c'est des moyens, pourquoi pas. Mais la question, c'est comment on apprend à bosser memory. Et ça, c'est dur. Les All Blacks, il n'y a qu'une équipe qui sait se passer la balle sans se regarder. Donc, c'est chaud. Mastery, si on n'est pas à un moment un peu fou pour avoir envie d'apprendre tous les jours, ça ne marche pas. Et intégrité, évidemment, parce que si on fait les 3 premiers, on peut faire une guerre. Donc, sans intégrité. Donc, c'est un point assez important. Il faut de la bienveillance, il faut de la confiance, il faut du visual management pour apprendre à regarder ces problèmes ensemble. Ce qui nous plaît là-dedans, c'est que ça aligne aussi les gens qu'on aime bien, nos actionnaires. Il y en a certains dans la salle. Ils veulent que ça réussisse. Ils nous ont donné de l'argent parce qu'ils nous aiment bien, mais surtout parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie. Donc il faut qu'on y arrive. La valeur client, on leur renvoie de la valeur plus vite. L'exemple de la chaise, par exemple. Et la team, évidemment, parce qu'avec les petits outils du visual management, du standard qui a été imprimé du sceau de celui qui a créé cette R&D. Parce que le standard, c'est la R&D d'une startup, c'est sa pratique. Et ben en fait, on permet à l'équipe de visualiser son succès et sa fierté. Et donc en fait, si on devait converger vers le plus petit dénominateur commun, maximiser de la valeur d'actionnaire, maximiser de la valeur client, maximiser de la valeur équipe, en fait, le seul truc qu'on a à faire, c'est de mettre en place un environnement d'apprentissage qui n'est pas bullshit. C'est pas juste de la formation. Où en fait, on le pratique tous ensemble, et c'est pas juste les équipes, c'est tout le monde, moi inclus. Et j'ai repris l'adage de Toyota, les bons produits viennent des bons thinkers, des bons penseurs. On en a fait nôtre chez Conto, et c'est pour ça qu'on a décidé de pratiquer le lean il y a 18 mois. Merci.